Hello, c'est Alexia. Dans cette vidéo, laissez-moi vous raconter rapidement la petite histoire du JavaScript. C'est parti! Vous le savez probablement, JavaScript est considéré comme l'un des principaux langages du web avec HTML et CSS. Sur le web, HTML permet de décrire les données que l'on veut insérer dans notre page web. Par exemple, on va pouvoir insérer du texte, des boutons, des inputs, etc., etc. Le CSS, lui, permet de styliser nos éléments HTML, c'est-à-dire définir leur couleur, leur position, leur taille, entre autres. Et enfin, le JavaScript permet de dynamiser le tout en interagissant avec le DOM. Montrons un exemple, ce sera plus parlant. Donc voilà, je vous ai écrit au préalable un petit script, ici HTML, avec à l'intérieur un bouton. En fait, ce que je vais vous montrer ici, c'est que lorsqu'on clique sur ce bouton ici, eh bien, grâce au JavaScript, on va pouvoir changer le texte qui est ici, donc rendre le HTML dynamique. Donc pour ça, on va écrire ici onClick. Donc lorsqu'on va cliquer, on va appeler une fonction que je vais appeler myFunction. Hop. Voilà. Et ici, dans le head, on va écrire un petit script. Donc JavaScript. Et on va définir notre fonction ici. Hop, myFunction. J'écris une petite fonction fléchée. Voilà. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse? En fait, ce qu'on veut, c'est qu'on veut récupérer cette div-là et on veut changer le texte qui est à l'intérieur. Donc pour ça, ce qu'on va faire, on va lui donner un ID. Hop, ID égale texte. Et grâce au JavaScript, ici, on va faire document.getElementById. Et on va prendre l'ID qui est ici, donc texte. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut changer le texte qui est à l'intérieur et pour ça, on fait inner HTML. Égale, tout simplement, texte changé. Je sauvegarde et on va voir ce qui se passe ici. Je vais rafraîchir. Hop. Et effectivement, le texte a changé ici lorsqu'on a cliqué dessus. En fait, vous savez que l'affichage ici du HTML, il est fait grâce au DOM HTML. Et le DOM HTML, c'est rien d'autre qu'un arbre, en fait. Et donc le JavaScript, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher le nœud dans cet arbre, qui a pour ID texte, et il va changer le contenu du texte à l'intérieur. Donc c'est ça que fait le JavaScript, et c'est comme ça qu'il va pouvoir modifier des éléments du HTML. Voilà. Alors maintenant qu'on vient de voir à quoi sert le JavaScript dans l'ensemble des langages du web, comme le HTML et le CSS, on va parler plus en détail de son histoire. Pour pouvoir être compris par les navigateurs, ceux-ci possèdent un moteur JavaScript, ce qui permet au JavaScript d'être exécuté et ainsi avoir un avantage certain sur les autres langages. Mais comment le JavaScript a-t-il réussi à s'imposer comme le principal langage de programmation pour le web? Racontons un peu son histoire. JavaScript a été créé en 10 jours en 1995 par Brendan Eich pour le compte de Netscape, qui intègre alors un moteur JavaScript dans son navigateur. Ainsi, à cette époque, Netscape devient le navigateur dominant sur le marché avec une part de marché de 90%. Microsoft, qui se concentrait alors sur son système d'exploitation Windows 95, vit Netscape comme une menace. Il lui créa alors un concurrent, Internet Explorer, qui lui utilisait comme langage de programmation JScript. Ainsi démarra une guerre des navigateurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le navigateur le plus répandu allait imposer son langage de programmation sur le web. Donc JavaScript pour Netscape et JScript pour Internet Explorer. Bien que ces deux langages soient fortement similaires à quelques exceptions près. Mais cela me permet d'introduire la très intéressante guerre des navigateurs. Bien que Netscape était le premier sur le marché des navigateurs et partait donc avec une large part de marché, Microsoft utilisa sa domination financière et son monopole sur les systèmes d'exploitation pour imposer Internet Explorer. Notamment, il rendit gratuit des services que Netscape faisait payants, coupant ainsi Netscape de certains revenus. D'autre part,
Microsoft imposa d'avoir le logo Internet Explorer sur le bureau et interdit la préinstallation de Netscape sur Windows. Bien qu'ayant été jugé pour concurrence déloyale, Microsoft réussit à étouffer Netscape et imposa Internet Explorer comme principal navigateur avec une part de marché de plus de 90% en 1998. Mais après cette guerre, Microsoft ne s'investit plus dans le développement de son navigateur. Il n'y a pas eu de nouvelle version entre 2001 et 2006. Par exemple, avant 2006, Internet Explorer n'avait toujours pas de système de navigation par onglet ou encore une case moteur de recherche placée à droite de la barre de navigation. C'est ainsi qu'en 2004 et 2008, on voit des solutions alternatives à Internet Explorer apparaître, telles que Mozilla et Chrome. Tous deux intègrent JavaScript dans leur navigateur. Et au vu des mauvaises performances d'Internet Explorer, Chrome réussit à s'imposer sur le marché des navigateurs. Pour en revenir au JavaScript, c'est ainsi qu'il s'est imposé dès le début dans le développement web côté client. Il ne cesse d'ailleurs de gagner en puissance car il est utilisé pour développer de nombreuses bibliothèques ou frameworks pour le front-end, tels que React.js, Vue.js ou encore Angular. Il devient aussi utilisé en dehors du navigateur. On le voit notamment apparaître niveau back-end avec Node.js. Bref, ce fut un long périple pour notre cher JavaScript. En 1997, JavaScript a été soumis au standard ECMAScript et depuis, il a connu de nombreux versionnements. C'est pourquoi on l'appelle aussi ES. En 2016, il connaît sa plus grande révolution avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Ceci est la 6e version de ECMAScript, donc appelée ES6 ou ES 2016, car lancée en 2016. Et depuis, ES7 et ES8 ont vu le jour, et ES9 devrait bientôt sortir. Mais les nouvelles versions des navigateurs ne sont pas aussi rapides que les nouvelles versions du JavaScript et ne supportent donc pas toutes les nouvelles fonctionnalités. C'est pourquoi il faut traduire les nouvelles versions du JavaScript telles que ES6 en des versions antérieures. Pour cela, on utilise ce qu'on appelle des transpilers. Ces transpilers transpilent le code avant d'être envoyé au navigateur pour que ce dernier puisse interpréter le JavaScript. Parmi ces transpilers, il existe Babel. Un exemple étant plus parlant, allons faire un tour sur le site de Babel. Alors, nous voilà sur le site de Babel et on va aller ici dans Try It Out. Alors, ce qui est cool avec Try It Out ici, c'est qu'on va pouvoir donc écrire ici du code ES6 ou plus et on va avoir la transpilation, la traduction que Babel fait de ce code donc pour qu'il soit interprétable par les navigateurs, donc en ES5. Donc par exemple, je vais écrire let, qui est de ES6, prénom fille. Ok, égale Julia. Hop, let, prénom. Vous voyez que là, ça traduit par var. Prénom garçon égale John. Voilà. Et ensuite, let, phrase. On va écrire une phrase qui va contenir ces deux variables ici. Et pour ça, on va faire donc c'est pas les guillemets, ça c'est Alt-7 sur mon clavier. Et donc là on va faire $, hop, les crochets et prénom fille. Parle à $, crochet, prénom garçon. Et ça, donc ça c'est de l'ES6. Et ça va être traduit en ES5 de cette manière-là. Donc voilà. Un dernier exemple de traduction, je vais écrire une fonction, donc myFunction comme tout à l'heure, égale, je vais écrire une fonction fléchée en fait, hop, et je sais pas, console.log, test à l'intérieur, enfin n'importe quoi. Et voilà comment est traduit ma fonction fléchée en ES5. Et voilà, donc c'est plutôt cool de voir ça sur le site de Babel. Vous voyez comment il fonctionne et comment il le traduit, et voilà, vous voyez à quoi sert un transpilateur maintenant. Voilà pour la petite histoire de JavaScript, le langage de programmation qui s'est imposé sur le web. J'espère que cela vous a plu et que vous avez appris des choses. À bientôt.